les grands problèmes environnementaux ont été signalés, voire dénoncés, il y a longtemps, par de nombreuses personnes. Bon, le changement climatique, on a l'habitude de dire que le premier qui avait dit « Ouh là là, on brûle beaucoup de charbon », donc ça devait être dans les années 1870, je crois, quelque chose comme ça. Arrhenius disait « Ah mais oui, mais on brûle beaucoup de charbon ». À l'époque, on commençait à avoir une petite idée des propriétés radiatives. Et il disait « Mais à force de brûler tout ce charbon et de faire tout ce CO2, peut-être qu'on va modifier la température ». C'était juste de la logique. Rien d'extraordinaire finalement. Donc ça, c'était une alerte, mais il y a sans doute eu d'autres alertes comme ça, plus ou moins discrètes, qu'on n'a pas perçues. Mais sur ces grandes questions d'environnement, et derrière, donc, sur ces grandes questions de mode de développement, il y a eu plein d'alertes. Si on prend simplement le cas français, des grands ouvrages qui étaient soit des traductions, soit écrites par des auteurs français, il y en a eu quand même pas mal. Dans les années 60, le premier qui a peut-être fait beaucoup de bruit, c'est Le Printemps silencieux de Rachel Carson, une américaine, donc, qui a été traduit sur les histoires de pesticides, de DDT notamment. C'est quand même rigolo quand on voit actuellement dans la grande presse tous les articles qui sortent sur les effets sur la santé des pesticides. Bah oui, bah là, ça a été expliqué il y a plus d'un demi-siècle, vous vous rendez compte. Le rapport du Club de Rome, il s'appelait Les limites de la croissance, qui a été traduit en français par Halte à la croissance, c'est peut-être pas le plus heureux sur le plan pédagogique, mais qu'est-ce que disait ce rapport, hein, qui a été fait par des gens du Massachusetts Institute of Technology, donc a priori des gens sérieux. Bah, il disait que oui, la planète a des limites, et donc qu'une croissance infinie de l'énergie, de l'espace, etc., de la consommation d'espace, bah, c'est pas possible. Donc c'était intéressant ce rapport. Pour la première fois, on faisait savoir à un large public, évidemment on le savait avant, mais qu'on était dans un milieu fini. Et que dans un milieu fini, normalement, tout le monde devrait savoir qu'on ne peut pas croître à l'infini. Même si l'argument souvent avancé, c'est qu'on continue à avancer d'ailleurs, qu'on continue à mettre en pratique, c'est mais oui, mais il n'y a pas de problème. Il y a l'innovation. L'innovation, notamment l'innovation technologique, permet de repousser en permanence les limites. Alors elle permet peut-être de les repousser, en partie, et certainement pas de les annuler. Donc ça, c'est le rapport du Club de Rome. Sur la disparition des espèces, sur la crise de la biodiversité, il y a le livre de Jean Dorst, qui était professeur au Muséum, qui s'appelait Avant que nature meure, qui d'ailleurs, je ne sais plus exactement, mais le sous-titre parlait d'écologie politique à l'époque. C'est un livre qui a été traduit dans une vingtaine de langues dans le monde. René Dumont, qui a été candidat aux élections présidentielles. Il y en a eu plein comme ça. Même Philippe, le commandant Cousteau, finalement, Jacques-Yves Cousteau, pas Philippe, Jacques-Yves, dans une certaine mesure, en tout cas vers la fin, il avait aussi tenu ce genre de propos. Et il y en a eu plein que je n'ai pas forcément en tête maintenant. Et donc, moi ce que je pense, c'est que un citoyen normalement constitué, et encore plus évidemment pour des gens qui sont amenés à prendre des décisions, donc les politiciens, les chefs d'entreprise, les hauts fonctionnaires, etc., on ne peut pas ne pas savoir. Tout ça, ça a été clairement posé en des termes simples, quantitatifs. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et ça n'a pas eu le retentissement que ça aurait dû avoir. En tout cas, ça n'a pas donné lieu à des inflexions majeures sur les modes de développement. Alors bon, je ne suis pas naïf, je sais très bien que... Enfin, il y a deux explications. D'abord, ça peut être un choc culturel, hein, des fois. Quand on est remis en cause, ça peut être difficile à accepter. Et puis, bien entendu, il y a des éléments d'intérêt immédiat qui manifestement passent avant les intérêts à long terme. Mais même ça, à dire vrai, j'ai du mal à comprendre la mécanique. Mais bon, en tout cas, on est obligé de faire ce constat-là. Et donc, ce qui fait qu'effectivement, il y a quelques mois, moi j'ai été amené, comme beaucoup d'autres, à signer cette fameuse pétition qui parlait de crimes contre l'humanité à propos du changement climatique, mais encore une fois, ça peut être valable pour beaucoup d'autres choses. La crise de la biodiversité, c'est aussi quelque chose qui est en train de faire de gros dégâts. On en parle moins, c'est moins facile d'ailleurs à médiatiser, parce que la biodiversité c'est beaucoup plus flou que c'est d'ailleurs beaucoup plus flou aussi, mais c'est surtout beaucoup plus flou
que des degrés centigrades ou des tonnes de CO2. C'est plus difficile à appréhender. Mais c'est aussi grave, voire plus que le changement climatique. En plus, maintenant, ça marche en synergie. Donc effectivement, ne pas prendre des mesures au maximum de ce qui est possible sans créer évidemment un retour en arrière sur le mode de développement, c'est pas acceptable. Quand on sait ça, et qu'on continue à agir en gros sur le même mode, même si je suis d'accord, il y a des changements qui se produisent, notamment beaucoup de changements expérimentaux dans des communautés, il y a beaucoup de choses quand même qui se passent. Quand même, globalement, on n'a pas changé de trajectoire pour l'instant. Et oui, pour moi, c'est quand même, ça relève au minimum de l'irresponsabilité, voire plus. Ouais, on peut parler de crime. Quand on génère des changements environnementaux dont on sait qu'ils vont engendrer énormément de souffrance au niveau des humains, il y en a déjà, il y a qu'à aller se balader dans les zones arides, par exemple. C'est quand même assez clair de voir les ravages, à la fois des atteintes à la biodiversité, du changement climatique qui est déjà ultra sensible. On crée beaucoup de souffrance dans ces histoires-là, alors qu'il n'y a aucune découverte. Tout ça, c'est clair, c'est net. Et les modèles de changement climatique, quand on nous dit on pourrait changer la température de 3-4 degrés, donc c'est-à-dire 2 fois ce qu'on avait dit qu'il ne fallait pas dépasser, ça si tout va bien. Si tout va moins bien, on peut monter à 5-6 degrés de moyenne, c'est-à-dire qu'il y a des zones qui vont être à 10-12 degrés. Enfin, c'est inimaginable. Mais tout ça, c'est clair. Alors d'accord, c'est des modèles, c'est de la science. Donc la science, elle peut se tromper. D'ailleurs, elle s'est trompée. Les climatologues se sont trompés. Ils disent maintenant que ça va plus vite que ce qu'ils avaient prédit dans leur modèle. On peut se tromper, oui, mais pas forcément dans le sens qui arrangerait ceux qui veulent ne rien faire. Donc, on sait tout ça. Et dans l'état actuel de la science, donc moi je suis scientifique, je crois un tout petit peu quand même dans la science, oui, on sait qu'on va vers des changements drastiques qui vont générer beaucoup de dégâts, et ne pas prendre les mesures qui s'imposent, c'est être complice de ces dégâts. C'est le minimum qu'on puisse dire. Et donc des fois, ça a tendance à me mettre en colère, parce que comme je suis scientifique aussi, je pense que si on s'y met, on peut trouver des solutions. Ça aurait été plus simple si on s'y était mis il y a 50 ans, quand tout ça commençait à être assez clair. Bon, on a raté le coche. On peut bouger, et on ne bouge pas suffisamment. Et il y a plein de possibilités. Justement, il n'y a qu'à regarder les expérimentations à droite et à gauche. L'agriculture, elle n'est pas forcément consommatrice d'énergie, émettrice de polluants atmosphériques. L'agriculture française, vous vous rendez compte, elle est aussi émettrice de gaz à effet de serre que l'industrie ou les transports. Elle émet 3/4 du N2O, qui est un gaz à effet de serre. C'est fou. C'est-à-dire qu'on a transformé une activité humaine ultra importante, c'est la nourriture, en une catastrophe écologique. Et tout ça, la mécanique, elle est connue. La manière d'arrêter ça, elle est connue. Les pesticides. On vous fait un plan de réduction des pesticides. Ecophyto 1. Ecophyto 1 est fini, parce que Ecophyto 1 a complètement échoué. C'est-à-dire que non seulement il ne réduit pas l'usage des pesticides, mais il a augmenté l'année dernière, je ne sais plus si c'est plus 15 ou plus 17% de consommation des pesticides, alors qu'on a un plan de réduction des pesticides. Alors on a inventé Ecophyto 2. Voilà, on est moins ambitieux et on donne plus de temps. Ok. Je trouve que c'est assez exemplaire. Et c'est pour ça que, pour en revenir à la COP, même si, on l'a dit, on est en dessous des objectifs, quand même peut-être, en faisant l'hypothèse que les engagements sont le témoignage d'une prise de conscience, peut-être qu'on va arriver à freiner un peu. Il faudrait freiner beaucoup pour éviter les ennuis. Voilà, alors tout ça, c'est un constat scientifique. Encore une fois, la science, c'est pas une religion, c'est pas une vérité absolue. Il peut y avoir des erreurs, on peut se tromper à la hausse, à la baisse. Mais aujourd'hui, honnêtement, en fonction de tout ce qu'on sait, on est sur une catastrophe écologique majeure, sur plusieurs dimensions de la planète. Voilà. C'est pas foutu, mais il faut se bouger.